Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Voilà, pour aujourd'hui, donc nous allons présenter une partie du chapitre 3 de la partie 2 du programme destinée aux élèves Sciences Éco ou encore SGC et qui va en fait de deuxième année baccalauréat et qui va en fait être une suite pour une introduction de la politique budgétaire qui a été déjà faite au préalable. Voilà, juste pour nous situer, on va commencer d'abord par faire un petit rappel assez bref des points qui ont été déjà traités avant d'enchaîner par la suite. D'accord? Très bien. Bon, ce que nous avons vu dans cette première partie, c'est d'abord on a défini la loi de finances, document prévisionnel des recettes et des dépenses. Voilà, on a parlé des types de loi de finances, initiale, rectificative ou encore de règlement. Nous avons vu que le budget d'État se compose de trois parties, un budget général, un budget des services d'État gérés de manière autonome et des comptes spéciaux du Trésor. Nous avons présenté notre budget comme un budget général comme étant l'ensemble des recettes ordinaires destinées en principe à financer des dépenses ordinaires et des dépenses d'investissement. Les dépenses ordinaires réparties entre dépenses de fonctionnement et en intérêts et commissions de la dette et les dépenses d'investissement. Bon, nous avons parlé des segments, donc ce sont des services d'État gérés de manière autonome qui bénéficient à la fois d'une enveloppe de leur ministère de tutelle et des prix qui est la contrepartie des services offerts au grand public. Pour les CST, donc toutes les opérations qui ne peuvent être incluses dans le budget général, soit parce qu'ils ont un caractère de répétition, soit parce qu'ils ont un caractère de spécialisation, soit parce que ces opérations expriment un lien de causalité entre la recette et la dépense, sont incluses dans les CST. Bon, maintenant pour le calcul des soldes, donc on a déjà vu qu'on peut calculer donc le solde pour chaque budget. Donc un solde se calcule par la différence entre recettes et dépenses. D'accord? Donc on a vu que le solde ordinaire qui permet de calculer l'épargne publique se calcule par la différence entre recettes ordinaires et dépenses ordinaires. Maintenant, je crois que c'est clair que les recettes ordinaires se composent des recettes fiscales et des recettes non fiscales, diminuer des dépenses de fonctionnement et de la dépense en intérêt et commission. Voilà, ça t'atteint un solde qui peut être soit positif, ce qui signifie que l'État prévoit un excédent ordinaire qui est l'équivalent de son épargne, soit négatif, ce qui signifie que l'État prévoit un déficit ordinaire. Le solde du budget général, voilà, on va prendre toutes les recettes du budget général ordinaire, moins les dépenses ordinaires et les dépenses d'investissement pour calculer le solde. Positif, c'est un excédent, négatif, c'est un déficit. Au niveau du budget d'État qui englobe les trois budgets, général, les segments et les comptes spéciaux Trésor. Donc pour le calcul de ce solde, donc il suffit de calculer le total des soldes des trois budgets. Voilà, sinon le total des recettes des trois budgets moins le total des dépenses des trois budgets. Bon, maintenant pour évaluer encore le besoin de financement de l'État ou le besoin de financement du budget de l'État qu'on appelle le besoin brut, il faut intégrer la dépense d'amortissement qui jusque-là n'est pas encore intégrée dans les dépenses du budget général. Donc le solde du budget d'État moins l'amortissement, tu as un besoin brut. Et pour conclure les calculs, pour finir les calculs, donc nous avons un besoin brut. Comment le financer? On va le financer par un emprunt. Voilà, c'est-à-dire que l'État peut recourir à l'emprunt qui peut être soit interne, je ne dirais pas soit interne, soit externe, mais généralement, si je prends le cas du Maroc, donc l'emprunt est interne et externe, même si la part de l'interne est plus importante que celle de l'externe. Voilà, donc c'est pour les calculs qu'on a déjà vus. Nous avons donc donné une définition de la politique budgétaire que je rappelle brièvement. Voilà, toute action prise par l'État et que ça rapporte soit aux dépenses, soit aux recettes du budget de l'État est considérée comme étant action de politique budgétaire. Toute action prise vise certainement certains objectifs à atteindre. Donc, généralement, les objectifs de l'État, à travers sa politique budgétaire, étant donné qu'il est conjoncturel, c'est réaliser les grands équilibres macroéconomiques.
Voilà, qui sont la croissance, l'emploi, la stabilité des prix et éventuellement d'autres objectifs. Voilà, pour cette politique budgétaire, nous avons vu des soubassements théoriques ou des justifications théoriques de la politique. On a parlé, et je rappelle brièvement, l'apport libéral dit classique par rapport à la politique budgétaire. Voilà, du moment que pour ce courant théorique, l'État n'est qu'un gendarme, l'État gendarme ne doit pas intervenir dans l'activité économique et laisser faire les mécanismes autorégulateurs du marché, qui sont la loi de l'offre et de la demande, et que le rôle de l'État se limite à l'offre des services que le privé ne pourra jamais offrir, notamment la défense nationale, l'ordre national, la sécurité, etc. Donc l'État doit se servir de son budget, mais en tant que document comptable où sont enregistrées les recettes et les dépenses. Et ce document doit être équilibré et en aucun cas ne pourrait servir comme outil d'intervention de l'État. Voilà l'apport keynésien, brièvement je rappelle. Voilà donc pour Keynes, donc l'État-providence en tant que producteur, en tant que régulateur du marché, en tant que redistributeur de la richesse, a la possibilité d'intervenir via son budget. Comment intervenir par le budget? En utilisant les dépenses et les recettes pour aller dans le sens d'une augmentation de la demande globale, une augmentation de la demande globale qui fait déclencher la production des entreprises et partant améliorer la croissance économique et du coup réduire même le taux de chômage. Voilà, c'est à ce niveau-là qu'on s'est arrêté par rapport à notre première séquence. Voilà, maintenant, nous allons voir comment est-ce que la politique budgétaire pourrait atteindre ses objectifs. Voilà, prenons un exemple d'action par les recettes. Donc l'État, par exemple, réduit le taux de l'IR, supposons de 38% à 34%, c'est-à-dire 4 points en moins. Quelle serait donc l'incidence de cette baisse du taux de l'IR sur les ménages, salariés ou autres? Voilà, le premier incident, c'est qu'il va y avoir une augmentation de leurs revenus disponibles. D'accord? Donc, sachant que les affectations des revenus disponibles en grande partie la consommation, donc il va y avoir une augmentation de la consommation sous l'effet d'une amélioration du pouvoir d'achat. Parce qu'une augmentation du revenu disponible est synonyme d'amélioration du pouvoir d'achat, surtout lorsque les prix restent à leur niveau normal. Donc, augmentation de la consommation, qui est une composante de la demande globale. Donc, lorsque la demande globale augmente, donc c'est une incitation pour les entreprises à accroître leur production. Et avec l'augmentation de la production, les besoins en personnel augmentent et du coup, l'entreprise serait amenée à créer de nouveaux emplois, d'où l'augmentation de la croissance économique et la baisse du taux de chômage. Donc, voilà par une action de politique budgétaire par les recettes, d'accord, par une action de politique budgétaire par les recettes, l'impôt sur le revenu, c'est un élément de recette de l'État. On va améliorer les revenus, du coup, améliorer le pouvoir d'achat qui va nous permettre d'augmenter la consommation, élément de la demande globale, incitation pour les entreprises à produire davantage, résultat, plus d'emplois, plus de production, plus de PIB, donc plus de croissance économique. D'accord ? Donc, action par les dépenses. Je vais prendre n'importe quelle dépense, notamment la dépense d'investissement. Voilà, donc lorsque je mets flèche vers le haut, c'est une augmentation, d'accord? Et flèche vers le bas, c'est une diminution. Voilà, donc l'État, par exemple, décide d'augmenter son investissement en infrastructure, des souterrains, des trams, TGV, n'importe. Voilà, donc automatiquement, ce nouveau investissement mené va nous permettre la création de nouveaux emplois. Avec la création de nouveaux emplois, donc c'est-à-dire de nouveaux salariés qui travaillent, ont droit à des revenus. L'affectation des revenus, en partie, la consommation, d'accord? Donc il va y avoir une augmentation de la consommation et même augmentation de l'investissement chez les entreprises du secteur privé, ce qui va inciter donc une augmentation de la production, une augmentation de l'emploi et du coup une croissance meilleure et un niveau de chômage moindre.
D'accord? Voilà donc deux exemples d'actions par les recettes ou encore d'actions par les dépenses. À ce niveau-là, donc, j'aimerais bien attirer votre attention voilà, sur un effet fondamental dont Keynes est considéré comme le fondateur, c'est l'effet multiplicateur du revenu. C'est-à-dire lorsque l'État investit davantage, son investissement va permettre la création ou l'augmentation du revenu national par un montant supérieur au montant investi. Il va y avoir une multiplication du revenu national et ça, c'est le grand avantage d'une politique budgétaire par l'augmentation de l'investissement. À quoi va servir l'augmentation du revenu national? Bien évidemment, à améliorer davantage la consommation et l'investissement, donc la demande globale. Et on sait que l'explication keynésienne par rapport au chômage ou par rapport à l'insuffisance de la production réside dans la demande. Donc, plus la demande globale est importante, et plus la production des entreprises est intéressante. Et à l'inverse, plus la demande sur le marché est faible et plus la production, le niveau d'investissement sont faibles et du coup l'emploi est faible et le chômage augmente. Voilà, encore une fois, je récapitule, une augmentation de l'investissement public est de nature à générer l'effet multiplicateur, un effet extraordinaire pour dynamiser la machine économique et pour relancer la croissance économique. Comment? À travers l'amplification de la demande globale, ce qui est intéressant dans l'explication keynésienne. Très bien. Donc, pour résumer, donc là, c'était des exemples qu'on peut d'actions de politique économique. Voilà, donc on peut maintenant présenter ces actions-là à travers ce schéma, ou ce tableau. Donc, si nous avons une croissance économique au ralenti, si nous avons une récession, c'est-à-dire des taux de croissance qui sont faibles ou même négatifs, d'accord? Voilà, l'État peut accepter un déficit budgétaire. L'État peut tolérer un déficit budgétaire. Comment? En diminuant les taux d'impôt. Voilà, maintenant le taux de l'IR de 38% à 34%, le taux de l'IS de 30% à 20%, ou même en accordant des exonérations fiscales. Carrément, on exonère les agents économiques des impôts. D'accord? Donc l'objectif, c'est de réduire la pression fiscale pour les agents économiques. Voilà, maintenant, nous avons déjà vu à travers les deux exemples que en baissant les taux d'impôt, donc on va encourager la demande globale. Et en encourageant la demande globale, on va donc améliorer la croissance économique et on va réduire le taux de chômage, d'une part. Maintenant, côté dépenses, voilà, l'État, par rapport à ces dépenses qu'on a vues dans le budget d'État, peut décider des augmentations de salaire, augmentation d'investissement, augmentation de compensation. Voilà, toutes ces augmentations-là vont aller dans le sens d'améliorer la demande globale. Et toute amélioration de la demande globale est de nature à déclencher la production de la part des entreprises du secteur privé et la création d'emplois. Et donc, il va y avoir plus de croissance économique et moins de chômage. Et donc, pour récapituler, si la situation économique se caractérise par une récession, l'État serait amené dans le cadre de sa politique budgétaire à réduire les taux d'impôt, à exonérer même, à changer les barèmes des taux de l'impôt, etc. Et du côté des dépenses, l'État serait amené à augmenter les dépenses publiques parce que les dépenses publiques, en général, avec leur augmentation, on déclenche une augmentation des dépenses chez les agents du secteur privé. Donc, résultat, plus de demandes sur le marché. Donc, plus de demandes, plus de production, c'est-à-dire plus de croissance économique, plus de création d'emplois, c'est-à-dire moins de chômage. Donc, avant de parler des limites de cette politique, parce qu'aucune politique n'est efficace à 100%, il y a toujours les effets indésirables, ce qu'on appelle les effets secondaires d'une politique. Voilà, je vais parler de l'autre situation. Donc, on a la récession, donc on relance la demande. Là, nous avons une situation de déficit budgétaire, c'est-à-dire que les dépenses de l'État sont largement supérieures par rapport aux recettes de l'État et que l'État a du mal à financer ses déficits et que ce déficit a généré un endettement très très grave pour l'État, ou même en cas d'inflation. Donc, soit que nous avons un déficit budgétaire élevé et donc l'objectif c'est de réduire le déficit budgétaire, soit que nous avons un taux d'inflation élevé et l'objectif serait de lutter contre l'inflation. Comment? On peut donc réduire le déficit budgétaire. Nous avons des dépenses qui dépassent largement les recettes. La solution pour l'État est de minimiser au maximum ses dépenses et de maximiser au maximum ses recettes. Comment maximiser les recettes?
il suffit d'augmenter les taux d'impôt, donc on va augmenter la pression fiscale, et on va réduire au maximum les dépenses de l'État. L'État va investir moins, l'État va geler les salaires, l'État va accorder moins de subventions, donc l'État va dépenser de moins en moins. D'accord? Donc en augmentant les taux d'impôt, on espère, mais ce n'est pas toujours le cas, on espère collecter plus de recettes. En réduisant les dépenses de l'État, donc on espère réduire le déficit budgétaire, moins de dépenses et plus de recettes. Dans ce cas-là, l'État est en train de mener la rigueur, l'État est en train de mener l'austérité. L'État donc établit ce qu'on appelle des budgets austères et la politique est dite de nature de rigueur ou encore d'austérité. Donc si je récapitule, dans le cadre d'une politique budgétaire de relance, voilà, donc nous allons augmenter les dépenses publiques et diminuer les taux d'impôt et accorder des exonérations fiscales pour encourager la demande afin d'encourager la production et la création d'emplois. C'est la relance. Dans le cadre d'une politique de rigueur ou d'austérité, l'objectif c'est réduire le déficit budgétaire. Comment réduire le déficit budgétaire? En collectant plus de recettes et en diminuant les dépenses. Comment réduire le taux d'inflation? En diminuant les dépenses et en augmentant les taux d'impôt, on va décourager la demande et plus on va freiner l'augmentation de la demande. Et si on arrive à freiner l'augmentation de la demande, ça veut dire qu'on va aller vers une baisse progressive des prix jusqu'à ce qu'on parvienne à une situation de stabilité des prix ou encore de lutte contre l'inflation. Les deux politiques ne sont pas efficaces à 100%. Bien évidemment, ce sont des politiques qui peuvent être à l'origine de limites. Je vais commencer d'abord par la politique de relance. Voilà, si la relance signifie augmenter les dépenses publiques, diminuer les recettes de l'État. Résultat, c'est le déficit budgétaire qui risque d'augmenter. Bon, l'État se trouve face à un déficit. Comment le financer? Pour financer le déficit budgétaire, l'État recourt à un emprunt. L'État recourt à un emprunt qui peut être un emprunt intérieur. Voilà, donc par le recours à un emprunt intérieur, pour financer le déficit budgétaire, l'État risque de s'accaparer une grande partie de l'épargne nationale auprès des agents économiques ayant une capacité de financement. Voilà, je m'explique. Moi, État, je vais mettre en vente des bons de trésor. Vous, agents économiques, épargnants, ménages, entreprises, banques. D'accord? Donc, je mets en vente mes bons de trésor. Ça veut dire que je suis en train de lancer au grand public que je veux emprunter. Et vous avez une épargne que vous désirez placer en contrepartie, bien évidemment, d'un taux d'intérêt. Donc, je mets en vente les bons de trésor. Vous allez, bien évidemment, m'accorder votre épargne en contrepartie d'un taux d'intérêt. Donc, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de m'accaparer une grande partie de l'épargne nationale à mon profit. Jusque-là, tout va bien, il n'y a pas de problème. Mais le problème se posera quand les entreprises du secteur privé, en se présentant sur le marché de capitaux, et désirant accéder à des sources de financement, voilà, donc ils trouveront soit que les taux d'intérêt sont très élevés, soit un manque de capitaux. Donc à ce niveau-là, on risque de pénaliser l'investissement de ces entreprises privées faute de moyens de financement. Donc en fait, l'État, tout en cherchant la relance, il déclenche un déficit. En désirant financer le déficit, il s'accapare la majorité de l'épargne nationale. Et à ce niveau-là, il pénalise l'investissement dans le secteur privé et il écarte les entreprises du secteur privé de l'activité économique. Il évince les entreprises du secteur privé de l'activité économique et on parle de l'effet d'éviction. Donc, pour résumer, un effet d'éviction, c'est quand une grande part de l'épargne nationale s'oriente vers l'État pour financer son déficit budgétaire, ce qui pénalise l'investissement privé faute de moyens financiers. Faute de moyens financiers. Ça, c'est un effet pervers, c'est un effet indésirable de la relance, bien évidemment, que l'État ne désirait pas, mais par la force des choses, ça risque de se produire. D'accord? Très bien. Voilà, deuxième effet, c'est la contrainte extérieure. Maintenant,
pour la contrainte extérieure, l'État mène la relance dans l'objectif de stimuler la demande globale. Jusque-là, tout va bien. Mais quand est-ce que le problème se posera? Lorsque l'appareil productif national est incapable de répondre à l'augmentation de la demande globale. Lorsque l'appareil de production nationale est incapable de répondre à l'augmentation de la demande globale. Donc, c'est-à-dire que nous avons une économie dépendante et une économie en plus qui peut être ouverte sur l'extérieur. Dans ce cas-là, on n'a plus le choix. Donc il faut aller et faire des importations. Donc, on a mené la relance pour augmenter la demande globale, mais malheureusement, l'économie est dépendante, l'économie ouverte sur l'extérieur. La solution, c'est l'augmentation des importations. Une augmentation des importations qui n'est pas accompagnée d'une augmentation équivalente des exportations risque d'être à l'origine d'un accroissement, d'un creusement du déficit commercial et donc de la dégradation des équilibres extérieurs. Voilà, je résume donc la définition. Donc, la contrainte extérieure, c'est le risque de détériorer les équilibres extérieurs lorsque l'économie est dépendante et ouverte sur l'extérieur sous l'effet d'une augmentation de la demande suite à une politique de relance. Bon, maintenant, autre limite, c'est le risque d'inflation. Encore une fois, je rappelle, la politique de relance vise à relancer la demande globale. C'est très bien, la demande globale va stimuler la production, mais si l'augmentation de la demande globale n'est pas accompagnée par une augmentation de l'offre, il y a risque de voir les prix augmenter et donc là, c'est le risque d'inflation. Donc, le risque d'inflation provient du fait que l'augmentation de l'offre globale, de la demande globale risque de ne pas être accompagnée par une augmentation de l'offre globale. Nous avons une dernière limite, effet boule de neige. Voilà, sous l'effet des déficits budgétaires répétitifs liés à des politiques de relance, entre parenthèses, pour relancer la croissance économique et lutter contre le chômage, voilà, on risque donc de faire un recours permanent à l'endettement, intérieur ou même extérieur. Donc un endettement extérieur qui va être générateur d'intérêts, qui vont gonfler les dépenses de l'État et qui vont aggraver davantage les déficits et l'État serait amené à faire un nouveau endettement. Et donc ainsi, on va assister à une accumulation de la dette ou encore on va rentrer dans ce qu'on appelle une spirale d'endettement et dans l'effet boule de neige. D'accord? Effet d'éviction, on évince le secteur privé de l'activité économique parce qu'on le prive de moyens financiers. Risque d'inflation sous l'effet de l'augmentation de la demande qui dépasse celle de l'offre, la hausse des prix est probable. Effet boule de neige, on s'endettant d'une manière permanente pour financer les déficits, pour rembourser les dettes, pour rembourser les intérêts, la dette s'accumule. La contrainte extérieure sous l'effet d'une augmentation de la demande globale et parce que l'économie est dépendante, parce que l'économie est ouverte, parce que l'économie est incapable de produire par elle-même ce dont elle a besoin, augmentation des importations et risque de dégradation des équilibres extérieurs. Bon, maintenant pour la politique d'austérité, donc la politique qu'on appelle serrer la ceinture, donc c'est une politique qui n'est pas sans limite. Voilà, lorsqu'on serre la ceinture et qu'on dépense moins et qu'on augmente les taux d'impôt, c'est-à-dire qu'on augmente la pression fiscale, voilà, bien évidemment, c'est le volet social et même le volet économique qui vont être touchés. Voilà, donc pour l'économie, donc on va décourager la production, on va décourager la consommation, on va décourager donc l'emploi et on risque donc de ralentir la croissance économique. Des entreprises alourdies par une politique fiscale renoncent à l'investissement. Des consommateurs alourdis par les impôts n'arrivent plus à avoir le même pouvoir d'achat pour pouvoir acheter des biens et des services. Donc moins de consommation, moins d'investissement, moins de production, on ne peut s'attendre qu'à un ralentissement de la croissance économique et qui est généralement accompagné par une augmentation du nombre de chômeurs. Voilà, pour les ménages, bien évidemment, alourdis par une pression fiscale, voilà, risquent de voir leur pouvoir d'achat se détériorer, c'est-à-dire incapacité d'acheter le même nombre de biens et de services. D'autant plus que l'État, par sa politique d'austérité,
délaisse les secteurs sociaux, délaisse la production des services publics, voilà, donc au profit de la maîtrise du déficit budgétaire. Voilà, on dit également que trop d'impôts tue l'impôt. En augmentant la pression fiscale, on risque d'encourager l'informel, on risque d'encourager la contrebande, on risque d'encourager la fraude fiscale. Et donc là, les agents économiques vont se trouver les moyens pour échapper à l'impôt, d'autant plus que l'activité économique ralentit, que l'État aura de plus en plus moins de chances pour collecter ou accéder bien évidemment à ces impôts. D'accord? Voilà donc la politique budgétaire et les limites de la politique ici, principalement les limites de la politique de relance. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention. Donc j'espère que les points ont été expliqués bien évidemment, et je vous souhaite bon courage et bonne chance tout le monde.